8h17, bienvenue si vous nous rejoignez. Frédéric Vion est avec nous pour décrypter ce matin, comme d'habitude, l'actualité. En l'occurrence, aujourd'hui, le 101e congrès des maires de France qui se termine cet après-midi, en présence d'ailleurs du Premier ministre Édouard Philippe. Quand je dis congrès des maires de France, il faut préciser président aussi, maire et président d'intercommunalité. C'est important. Oui, c'est important, vous allez le voir. D'abord, je commence par le début, parce que tout comme... C'est intéressant. Tout comme les départements, les communes sont la base de notre système administratif. C'est le début historique, puisque c'est au moment de la Révolution française que ça a été remis à plat, c'est-à-dire très exactement le 12 novembre et le 14 décembre 1789, création des communes. L'Assemblée nationale décide qu'il y aura désormais une municipalité dans chaque ville, chaque bourg et chaque paroisse, ce qui remplace le véritable fouillis qu'était la France d'Ancien Régime, avec des provinces, des seigneuries qui n'avaient pas toutes les mêmes droits. C'était différent d'une ville à l'autre. Donc à la Révolution, toutes ces différences sont abolies. On remplace par un échelon local unique qu'on appelle la commune. Et cet échelon a exactement le même statut sur tout le territoire. Qu'on soit à Paris, dans le Massif central ou dans les dom-toms, à de rares exceptions près, il y a toujours une commune. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. C'est pour ça que je le précise. Les Américains, par exemple, ont des échelons locaux qui sont complètement différents selon que vous êtes en ville ou à la campagne, par exemple. Quant à la paroisse, qui était l'échelon de base dans l'Ancien Régime, ça demeure, mais après la Révolution, mais ça demeure de manière uniquement religieuse. Ça devient un échelon qui n'a plus de justification que religieuse. Ils ne font plus l'état civil non plus. Exactement, précisément. C'est à la Révolution que l'état civil, qui était géré par le curé, passe aux mains du maire. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un extrait d'état civil, vous téléphonez à votre commune de naissance. C'est aussi la commune qui gère le cadastre pour savoir exactement quelle est votre propriété. C'est très important. Donc, c'est vraiment l'échelon le plus proche des gens. Le problème, c'est que pour être proche des gens, les communes sont forcément nombreuses, trop nombreuses, disent certains. Et c'est une critique qui ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'on va voir Napoléon. Déjà, sous Napoléon et pendant tout le 19e siècle, on commence à réduire le nombre de communes. Parce qu'au tout début, il y a eu entre 40 et 80 000 demandes pour faire des communes. Donc c'était beaucoup. Napoléon siffle la fin de la récré, il commence à les réduire. On va passer à son époque de 40 000 à longtemps, il y aura 36 000 communes en France. Elles sont fusionnées. Aujourd'hui, regardez cette liste, il y a un peu plus de 35 000 communes en France pour une moyenne de seulement 1800 habitants chacune. Vous voyez qu'en Espagne et en Allemagne, il y a 3 fois moins de communes et qu'elles sont nettement moins peuplées que chez nous. En Belgique, à la même taille de pays non plus. Voilà, exactement. En Belgique, c'est encore pire. En Belgique, il n'y a que 600 communes pour tout le pays. Et vous voyez qu'en moyenne, ça fait 19 000 habitants, donc 10 fois plus que chez nous. Vous avez vu que la Slovaquie, par contre, pour notre défense, est à peu près dans le même ratio que nous. Et encore, pour nous défendre, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre nous et les Belges, par exemple, ou les Allemands, c'est que nous avons, regardé cette carte, un pays qui est très vaste et très peu densément peuplé. Vous voyez, on n'est pas dans la zone rouge de densité de population. Donc, quand vous avez une zone qui est peu densément peuplée, c'est-à-dire à la campagne, si vous faites des communes aussi vastes qu'en Belgique ou qu'en Allemagne, l'habitant est très très loin de sa mairie, donc c'est pas pratique. C'est pour ça qu'on a beaucoup de communes. Bon, il y a quand même une critique qu'on peut faire, c'est qu'à la commune se sont ajoutés au fil du temps de très nombreux échelons, le fameux millefeuille administratif. Au départ, c'est pour la bonne cause. Par exemple, dès les années 1900, on commence à avoir des intercommunalités, notamment pour les eaux, la gestion des eaux, l'assainissement, les égouts, c'est important contre les épidémies à l'époque. Ensuite, ça a été la distribution d'électricité, les transports en commun, puis la gestion des ordures, ça aussi très important, c'est souvent des syndicats intercommunaux. Tout ça réglementé par un décret en 1935, une ordonnance en 59, de nombreuses lois depuis, tellement nombreuses que ces intercommunalités sont devenues de plus en plus nombreuses. Depuis une dizaine d'années, on a même montré que le millefeuille administratif français est pollué par le nombre en fait, des intercommunalités différentes, avec des créations de postes, des présidences de ceci, des vice-présidences de cela. Voilà, ça fait des réunionites. Et puis, tenez-vous bien, aujourd'hui, il y a les syndicats et communautés d'agglo, les métropoles, les communautés urbaines, les pays, les pôles d'équilibre territorial. Je m'arrête là parce que j'en suis qu'à la moitié de la liste. Donc l'intercommunalité est un peu sur la sellette. Contrairement à la fusion de communes, c'est complètement différent, puisque la fusion de communes, vous ne rajoutez pas un échelon. Au contraire, vous prenez 2 ou 3 communes et vous les mettez ensemble. Donc ça, oui, ça fait souvent des économies. C'est pour ça d'ailleurs que l'État favorise ce système en donnant des bonus financiers pour les fusions de communes qui sont bien plus intéressantes économiquement par rapport à l'intercommunalité. Merci Frédéric, c'était rigolo sur vos images d'archives. On a vu les anciens maires de Clermont-Ferrand et Chamalières, justement, c'était un exemple d'intercommunalité.